Bonjour Michel Barnier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous publiez Ce que j'ai appris de vous. Et c'est vrai que vous avez beaucoup appris des Français dans une carrière politique tout à fait exceptionnelle. Vous avez été évidemment élu de Savoie, vous avez été ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Agriculture, ministre des Affaires européennes. Vous avez négocié le Brexit. Vous avez été au cœur des grands enjeux du monde et aussi Premier ministre. Quand vous dites, et c'est le titre du livre, Ce que j'ai appris de vous, c'est parce qu'en fait, vous avez un message à adresser aujourd'hui aux Français. Lui dire, là, j'ai quelque chose à faire encore avec vous. C'est un double message. C'est d'abord que les hommes politiques n'ont pas la science infuse. On ne sait pas tout. On n'a pas toujours raison. Et donc, ce que je dis là, c'est le témoignage au long d'une longue vie, d'un long chemin, d'une longue route que j'ai retracée dans ce livre à travers des petites chroniques. Les rencontres qui m'ont appris quelque chose, où j'ai reçu un enseignement, où j'ai compris quelque chose. Donc, mon premier message, il est peut-être un message d'humilité, parce que j'ai reçu beaucoup de leçons d'humilité. Et puis, évidemment, mes idées, mes convictions, mes valeurs, elles sont toujours là, elles ne sont pas en retraite. Oui. Donc, je suis toujours présent et envie d'être utile dans la vie politique française. D'être utile. Alors, vous avez cité dans votre discours, lorsque vous avez été Premier ministre, vous avez cité Pierre de Chevigné, faire beaucoup avec peu en partant de presque rien. Et cette phrase, vous la reprenez aussi dans ce livre. Faut expliquer. Oui, c'est ça la politique. Il faut expliquer que Pierre de Chevigné était aux côtés du général de Gaulle dans les années 40, des tout premiers à Londres. Et comme il parlait très bien l'anglais, le général l'envoie à Washington en 42 pour créer une antenne de la France Libre dans un climat un peu hostile aux États-Unis. Hein. C'est pas de Gaulle qu'on aimait beaucoup aux États-Unis à cette époque. Il lui dit, je vous demande de faire beaucoup avec peu et en partant de presque rien. C'est une phrase que j'ai citée en devenant Premier ministre parce que je me trouvais un peu dans cette situation, même si je ne partais pas de rien, puisque je parlais d'un socle parlementaire, sans doute une majorité relative, mais moins relative que l'extrême droite ou la gauche, et avec beaucoup de gens qui étaient prêts à m'aider, et puis un pays qui est formidable et qui mérite qu'on se batte pour lui. Oui, le sentiment de devoir être utile, et en même temps, la difficulté d'agir, parce que, voilà, vous avez à un moment donné été renversé, ce gouvernement a été renversé. Je savais que je pouvais tomber le lendemain matin. Je l'ai dit à mon épouse, à ma famille, à mes amis, à tous mes collaborateurs. On est là pour servir, mais on peut tomber demain matin, parce que le jour où l'extrême droite baisse le pouce en même temps que la gauche, et notamment le Parti socialiste, qui a été, de mon point de vue, assez irresponsable à ce moment-là, et qui d'ailleurs le redevient, ce jour-là, c'était fini. Il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc je pouvais trouver un chemin si j'avais bénéficié, notamment du côté socialiste, d'une forme de neutralité constructive, mais ce n'a pas été le cas. Oui. Demain, Emmanuel Macron retrouve la possibilité de dissoudre éventuellement l'Assemblée nationale. Un an après. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous dites, au fond, la France est condamnée à l'instabilité. Non, ça m'inspire d'abord que s'agissant de la dissolution, qui est un outil dans la main du chef de l'État, il faut l'utiliser à condition que les Français comprennent pourquoi. Ça n'a pas été le cas de Chirac en 97, quand il dissout, personne n'a compris pourquoi et il perd. Et pendant 5 ans, ça a été un gouvernement de cohabitation. Et puis là, en juillet dernier, personne n'a compris. Moi-même, j'ai pas compris. Oui. C'était une erreur, c'est quoi? Je pense que c'était une décision qui n'avait pas de sens. Si on devait dissoudre à nouveau au lendemain d'une motion de censure contre le budget que présenterait le Premier ministre actuel, là, on peut comprendre. On peut expliquer aux Français que ça fait 2 fois qu'il y a une censure qui est votée contre le budget, contre le gouvernement, qui crée de l'instabilité et qu'il faut y mettre fin. Là, les Français pourraient comprendre. Oui, mais là, François Bayrou, la semaine prochaine, doit présenter un budget avec 40 milliards d'euros d'économie. Ça vous paraît possible, ça? C'est exactement ce que j'avais proposé dans d'autres circonstances et ça n'a pas été fait depuis. Et donc, la marche est encore plus haute et c'est encore plus difficile, mais c'est nécessaire. Les Français qui nous écoutent, qu'ils vivent dans l'Hexagone, outre-mer ou à l'étranger, ils savent très bien qu'on ne peut pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas, emprunter en permanence à des taux qui deviennent plus importants que le taux italien. La dette encore augmentée. 63 milliards d'euros d'intérêts d'emprunt, 63 milliards, c'est irresponsable de continuer comme ça, à des taux, je le répète, qui vont dépasser les taux italiens. Et qui ont déjà dépassé les taux portugais ou les taux espagnols. Donc, c'est irresponsable de continuer comme ça. C'est pas sérieux, comme la dette écologique, la dette financière est insupportable et irresponsable. Oui, ça veut dire qu'il faut peut-être lever de nouveaux impôts, comme le dit la présidente de l'Assemblée nationale?
Je ne crois pas qu'il faille commencer par les impôts nouveaux. Il y a déjà, les Français en ont ras-le-bol des impôts. Il faut commencer par des réformes qui maîtrisent la dépense publique, réforment un certain nombre de structures, fassent des économies dans l'État, faire moins avec faire mieux avec moins d'argent. Voilà ce qu'il faut faire. Oui, mieux avec moins vous d'argent. avez d'ailleurs cette phrase dans le livre, vous dites « L'État fait mieux quand il fait moins ». Oui, je pense. Il y a d'autres pays qui ont réussi mieux que nous à décentraliser, à ne pas multiplier les structures, les agences, les services, au point qu'on a empilé toutes sortes d'administrations, sans parler de l'empilement des normes, des consignes, de tout ce qui bloque l'initiative. Notre pays est plein d'initiatives, plein d'énergie positive. Aussi bien, je parle des Français de l'étranger qu'outre-mer ou en hexagone encore une fois. Il y a plein d'initiatives, il y a plein d'intelligences, mais qui sont bridées, qui sont découragées, qui sont bloquées actuellement par trop de normes et trop de contraintes et de contraintes administratives. Oui, il y a beaucoup de candidats déjà qui se lèvent pour la prochaine élection présidentielle. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Trop. Oui. Vous voyez bien, par exemple, il y a Bruno Retailleau aujourd'hui qui a une parole libre dans le gouvernement. Je crois pas que Bruno Retailleau, qui est un grand ministre et que j'ai nommé ministre, et je ne le regrette pas, ait annoncé une quelconque candidature. Il sait très bien qu'il faut mettre les choses dans l'ordre et que le moment n'est pas venu. Si tous ces candidats, il y en a tous les jours, encore hier ou avant-hier, faut faire attention, c'est pas le sujet qui préoccupe les Français. Aujourd'hui, c'est la sécurité, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'ordre public, c'est l'autorité de l'État qui les préoccupe et pour lequel il y a des choses à faire en attendant les prochaines élections. En tout cas, il faudra que tous ces candidats se posent une question que je me poserai peut-être moi-même, d'ailleurs, si on m'interroge. Est-ce que je suis à la hauteur pour être président de la République? Est-ce que je suis porteur du bon projet pour mon pays? Et le courage nécessaire, il faudra beaucoup de courage. Et est-ce que je suis capable de rassembler bien au-delà de mon camp? Voilà les trois questions, le moment venu. Mais ce moment n'est pas venu. Oui, mais si le moment venu, vous pouvez répondre positivement à ces trois questions, Monsieur Barnier, que feriez-vous? Oui, le moment n'est pas venu. Oui. Mais vous seriez prêt à examiner? Je suis toujours prêt, je l'ai dit dans ce livre et je vous le dis à vous, à être utile et d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas une question d'agenda personnel. Je n'ai pas besoin qu'on me rappelle mon âge. Je sais très bien les difficultés de cette tâche. Je dis simplement que aussi longtemps que j'ai l'énergie, la capacité de m'indigner et de m'enthousiasmer, comme je l'ai vu depuis ma première élection, que je rappelle dans ce livre, je veux être utile à mon pays. Et je veux être utile aussi à une certaine idée de la politique qui est faite de dignité, de vérité, de courage, de respect pour les citoyens et qui vise aussi à rassembler la droite et le centre. Oui. Lorsque Emmanuel Macron vous a présenté au président Trump, il vous a présenté comme Premier ministre. Et je l'étais encore pour quelques jours, voilà. Et je venais d'être désavoué par l'Assemblée nationale, par cette conjonction des contraires. Alors, ce jour-là, c'était le jour de l'inauguration des travaux formidables de Notre-Dame, une grande fierté française et une grande fierté pour tous les salariés, les ouvriers qui ont travaillé, les compagnons sur ce chantier. Et alors Trump me dit, à qui j'explique que je viens d'être désavoué par l'Assemblée, il faut continuer, vous êtes grand, vous tenez droit. Donc je ne sais pas s'il faut que j'écoute M. Trump. C'est quelqu'un qui n'est pas toujours de bons conseils. Et il y en a un qui, par contre, a l'air très impatient, voire même dans 5 ans, dans 10 ans, c'est le président de la République. Il a fait ce discours au Cirque d'hiver ce week-end en disant « J'ai besoin de vous », en s'adressant aux jeunes macronistes, en leur disant « J'ai besoin de vous pendant 5 ans, pendant 10 ans, on va continuer ». Vous n'allez pas me demander de commenter les sorties du chef de l'État devant ses amis politiques. 27 plus 5 plus 5. Je crois que les Français ont d'autres soucis, d'autres préoccupations actuellement. Oui, il y a un déphasage de certains politiques par rapport aux préoccupations des Français aujourd'hui, qui parfois se désintéressent de la chose publique. Les Français, ils ont une grande lassitude à l'égard de la politique, une grande incompréhension. Ils n'y croient plus. Et moi, je trouve ça grave. C'est un peu le sens de ce livre où j'explique aux plus jeunes qui nous écoutent sans doute, engagez-vous. Si vous ne vous occupez pas de politique, c'est la politique qui s'occupe de vous. C'est vrai aussi pour les moins jeunes. Donc il faut s'engager. Il y a plein de moments pour s'engager. C'est pas forcément en étant élu, dans une association, dans un syndicat, dans une entreprise. Mais occupez-vous de la cité, occupez-vous de créer du progrès et du bonheur collectif autour de vous. Voilà le sens de ce livre. Ouais, et ce livre sont des chroniques, parfois savoureuses, souvent drôles et souvent très engagées, du jeune homme que vous avez été, qui a cru à la politique. Et qui y croit toujours. Qui y croit toujours. Parce que, voilà. Et à l'époque, il y avait...
quelqu'un comme le général de Gaulle, qui était le président de la République quand j'avais 15 ans ou 16 ans, le jour où je me suis engagé dans le mouvement des jeunes gaullistes, parce que j'avais de l'admiration pour un homme qui vous élevait, qui vous encourageait à être meilleur, toujours à regarder plus haut. Donc ça, c'était de Gaulle, et ensuite Pompidou. Et Pompidou, ça vous a marqué aussi. Bien sûr. C'est vrai que Pompidou, vous citez ses paroles lors de l'affaire où une prof d'école avait été accusée d'avoir eu une histoire d'amour avec un élève, et il cite Paul Éluard. Et là, vous vous dites, au fond, ça y est, moi, c'est ça que j'aime. Je me dis que j'ai des raisons d'admirer cet homme, la fierté d'être un de ses militants, comme je l'étais pour de Gaulle. Et il y a un chapitre sur l'admiration, parce qu'en politique, je crois, et dans la vie quotidienne, c'est important d'admirer, d'avoir des gens qui vous élèvent, qui vous entraînent plus haut, qui vous obligent à relever la ligne d'horizon. Alors, parfois, ce sont de grandes personnalités, comme de Gaulle, Pompidou, Simone Veil ou Mandela. Voilà quelques personnes qui m'ont inspiré. Mais ça peut être aussi des personnes autour de vous qui sont admirables dans la vie quotidienne des Français, dans les villages, partout. Encore une fois, il y a des gens qui sont admirables, notamment dans le tissu associatif et dans le bénévolat. Je cite aussi des gens que j'ai admirés plus proches de moi, des gens qui ne sont pas célèbres. C'est vrai que Simone Veil, on voyait à l'instant cette couverture de Paris Match, Auschwitz, ça vous a marqué aussi? Oui, parce que j'étais à un moment avec elle quand elle est revenue à Auschwitz. J'étais ministre des Affaires étrangères et c'est une femme belle à tous égards. Donc, c'est une femme courageuse et qui m'a beaucoup inspiré. J'ai eu la chance, le privilège d'être membre du même gouvernement qu'elle en 93. Oui. Alors, Valéry Giscard d'Estaing, il vous demande de lui faire une interview la veille d'un scrutin pour le mettre en avant. Et il me dit, vous pourriez me poser des questions. C'était entre les deux tours des présidentielles, lorsqu'il a été battu, n'est-ce pas, en 81, par François Mitterrand. Il pensait ne pas être battu. Il me demande de l'interroger parce que j'avais soutenu Jacques Chirac, normalement, au premier tour, et il voulait récupérer les électeurs de Jacques Chirac. Et je lui dis, mais d'accord, Monsieur le Président, je vous interroge volontiers, puisque je vais vous soutenir au deuxième tour, mais je veux vous poser les questions que je souhaite vous poser pour que ce soit crédible. Et là, je vois bien qu'il y a une réaction me disant, mais très bien, si vous nous y donnez, mais dans ce cas-là, vous ne me répliquerez point. Je lui ai posé des questions. L'interview n'a pas été bienveillante, elle n'était pas agressive, mais elle était juste. Voilà. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Alors, François Mitterrand, il vous ment. Il vous ment sur sa relation avec le général de Gaulle. Il vous ment sur les... Il ne me ment pas à moi. Il ment ou il raconte l'histoire telle qu'il voudrait qu'on s'en souvienne. Je le reçois au Conseil général en 84. C'est d'ailleurs la première fois que le président de la République vient dans une assemblée locale d'opposition. Ce qui prouve que l'archaïsme, quelquefois, de la vie politique française, moi je trouvais normal, la Savoie était candidate pour les Jeux Olympiques, candidate à l'époque, d'en parler avec le chef de l'État. Il accepte, c'est ça aussi, il est ouvert. Là, nous faisons un geste tous les deux, un geste qui m'a valu d'ailleurs beaucoup de critiques dans mon parti, puisque le secrétaire général de mon parti m'a traité de collaborateur. À l'époque, c'était ridicule. Donc on fait un geste politique qui est celui de travailler ensemble pour un projet d'intérêt commun. Il y a plein d'exemples où on devrait mieux travailler ensemble. Je pourrais encore parler de l'Assemblée nationale d'aujourd'hui. Et à l'occasion de la réponse qu'il me fait, j'ai évoqué, moi, mon engagement derrière le général de Gaulle lorsque j'avais 15 ou 16 ans. Ça l'énerve un peu, il me répond. Et moi aussi, j'étais non pas derrière lui, mais avec lui en 41. Et tout le monde a su quelque temps plus tard que ce n'était pas vrai. Le mensonge fait partie de la politique aussi. Ça vous choque ? Non, je pense il y a des raisons d'État quelquefois, il faut comprendre ça au plus haut niveau. Je crois qu'il ne faut jamais dire le contraire de la vérité. Elle vous rattrape toujours la vérité. Parfois, on n'est pas obligé de dire toute la vérité. Oui, je pense à un passage que vous racontez, et c'est vrai, vous êtes avec Jacques Chirac dans une réunion publique, et il y a une femme virulente qui prend la parole dans la salle, et Chirac se tourne vers vous et vous dit « Qui c'est cette bonne femme ?» Eh oui, mais c'était la toute première réunion électorale que je fais. C'était en 77, j'avais 26 ans, j'ai été candidat pour la première fois aux élections législatives. Et à la fin de cette réunion, où il avait beaucoup parlé du rôle des femmes dans la société, il y a une femme qui lui pose une question extrêmement brutale et agressive en disant « Vous nous avez raconté des histoires, M. Chirac, puisque votre parti, lui, ne soutient pas les femmes à Paris. » Il était très énervé, il vient s'asseoir, il me dit « C'est cette bonne femme ?» et j'étais obligé de dire « C'est ma mère. » C'est ma mère qui était venue lui porter la contradiction dans ma première réunion électorale. Cette femme, qui était ma mère, était admirable à bien des égards et une grande femme engagée dans la vie sociale, la vie associative, bénévole, notamment pour la santé mentale. Elle m'a dit un jour,
tu ne m'empêcheras jamais de dire ce que je pense. Et elle a ajouté, ne sois jamais sectaire, parce que le sectarisme est une preuve de faiblesse. Oui. Et les femmes, c'est un engagement très fort pour vous. Oui. Plusieurs des chapitres de ce livre, ils sont consacrés Les pour femmes, la c'est parole des femmes. plus de la moitié de la Oui. société. Donc, enfin, elles jouent leur rôle. Ça ne crée pas une compétence supplémentaire automatique d'être une femme, mais ça crée une ambiance dans une assemblée locale, dans un gouvernement, dans une équipe différente, parce que les femmes disent les choses plus simplement, de manière plus authentique, parfois avec moins d'arrière-pensée que les hommes. Et je trouve qu'une assemblée où il y a aujourd'hui la moitié de femmes, et ça devient à peu près la règle, heureusement, c'est une assemblée qui est plus intelligente collectivement. Oui, oui. Vous dites, on ne peut pas faire de la politique sans écouter les gens. Sans aimer les gens. Sans les aimer. Et vous dites, vous êtes l'homme de la carte bancaire pour tous, par exemple. C'est-à-dire qu'au fond, un gaullisme social, est-ce que ça a du sens aujourd'hui de dire, on peut être de droite, et vous l'êtes? Oui, mais la droite, quand elle ressemble à la France, elle gagne. Et quand elle se recroqueville, elle perd. Et ressembler à la France et faire attention, respecter, soutenir, mieux payer aussi la France qui travaille, qui se lève tôt. C'est pas seulement les ouvriers d'ailleurs que la droite a abandonné, les usines, la reconstruction industrielle du pays, les agriculteurs qui eux se lèvent très tôt et gagnent très mal leur vie, mais pour faire un métier vital puisqu'ils nous nourrissent. C'est la France des gens qui se lèvent tôt que nous devrons retrouver, dont nous devons retrouver la confiance. Oui. La France, parfois qui souffre de l'insécurité ou parfois qui se plaint de l'immigration. Il y a aujourd'hui, en France, on a entendu Mathilde Panot pour la France Insoumise dire s'il gagnait des municipalités, on enlèverait les caméras de surveillance et on désarmerait la police municipale. C'est pas la première fois que Mme Panot raconte n'importe quoi et fait preuve de sectarisme ou d'idéologie. Ça ne m'intéresse pas beaucoup de polémiquer avec Mme Panot. Je lui ai dit un jour d'ailleurs à l'Assemblée, plus vous serez agressive, plus je serai respectueux. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que les Français retrouvent confiance dans les maires, dans les députés, dans les ministres, dans le président de la République. Et ça c'est un long travail. Et il faut régler les questions. Les Français, ils attendent. Ils savent bien pas qu'on va pas faire de miracle. Ils ne demandent pas qu'on leur raconte n'importe quoi. Ils veulent simplement avoir confiance dans notre capacité à régler leurs problèmes. Et parmi ces problèmes, il y a l'insécurité qui exige des polices municipales et des caméras pour... dans les villes où ça existe, on voit bien que l'insécurité, les incivilités diminuent. Oui, oui. Le président de la République convoque aujourd'hui un conseil de défense consacré à l'entrisme des frères musulmans. Et visiblement, cette question n'est pas encore réglée. Non, c'est une menace. Elle n'est pas réglée à la hauteur de la menace que font peser sur notre pays, sur la laïcité, qui est une des valeurs fondamentales de la République, des organisations internationales islamistes radicales et politiques. Donc il faut les combattre et ne pas être naïf. Oui. Il y a cette photo à la une du Figaro, vous voyez. C'est Boualem Sansal. Il est toujours emprisonné en Algérie. Il n'est pas le seul, il y a un de vos confrères qui est aussi emprisonné et je trouve que c'est pas acceptable et c'est pas à la hauteur de ce grand pays qu'est l'Algérie. Nous avons une proximité géographique, historique, parfois tragique d'ailleurs avec l'Algérie, mais je trouve que c'est un grand pays qui a un rôle important en Afrique, pas seulement en Afrique du Nord. Et je trouve que ce grand pays devrait être à la hauteur de son histoire et de son avenir et ne pas emprisonner des idées. On n'emprisonne jamais des idées durablement. Donc il faut libérer Boualem Sansal. Oui, mais là, si vous étiez ministre des Affaires étrangères, vous feriez quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais pas donner Il faut de leçons. durcir la politique vis-à-vis de l'Algérie. Quelles sont les réponses? Oui, la diplomatie, parfois a des limites, mais il faut aller au bout de l'action diplomatique et il faut parfois aller plus loin et montrer par des mesures de rétorsion et par un dialogue plus direct et plus clair que c'est pas l'intérêt de l'Algérie que d'emprisonner un écrivain comme ça. Oui, un espoir de cesser le feu au Proche-Orient. Netanyahou est à Washington. Trump espère peut-être un échange entre prisonniers et otages. La France essaye de prendre sa part dans régler ce conflit. La France, l'Europe, mais je sens bien que les États-Unis ont une position stratégique et névralgique, comme toujours, au Proche-Orient. Dans ce livre, je rappelle un dialogue que j'ai eu avec le président Bush. Et déjà à cette époque, c'était en 2005, je lui dis, il faut remonter
le conflit israélo-palestinien en haut de vos priorités, parce que ce conflit a des conséquences dans toutes nos sociétés. C'est encore aujourd'hui le cas, naturellement, avec la tragédie de Gaza et ces otages qui sont toujours prisonniers quand ils ne sont pas morts. Il faut libérer tous ces otages, c'est la priorité. Et ensuite, il faudra créer les conditions d'un cessez-le-feu, éradiquer le Hamas et reconstruire un avenir plus stable dans cette région qui passe par la création d'un État palestinien. Oui, oui. Trump, lui-même, sur l'Ukraine, ne veut plus financer les armements. Ursula von der Leyen a dit, au nom de l'Europe, que l'Europe allait devoir prendre sa part. Mais nous prenons notre part depuis plusieurs années, depuis le début de cette guerre insensée que mène M. Poutine contre un pays souverain, l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et je n'oublie pas que les Ukrainiens qui se battent pour leur pays se battent aussi pour nos valeurs. Donc nous sommes solidaires et nous resterons solidaires. Maintenant, j'espère que M. Trump, qui a beaucoup de raisons de ne plus croire M. Poutine. Il l'a cru au début, puis s'est fait balader. Donc je pense qu'il faut maintenant que M. Trump arrive à une position plus raisonnable et comprennent que le devoir des États-Unis, c'est d'être, comme les autres pays occidentaux, aux côtés de l'Ukraine. Oui, M. Trump, qui a une position agressive économiquement vis-à-vis de l'Europe, vous avez participé aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence ces derniers jours. Les patrons de PME sont très inquiets de l'augmentation de 10% possiblement des droits de douane aux États-Unis. Là, est-ce que l'Europe a le moyen de faire face, de répondre autant nous avons de vraies faiblesses ou un avenir potentiel pour notre politique étrangère, notre politique de défense, même si nous allons sans doute rattraper le temps perdu. S'agissant de l'économie, nous avons une chance, un atout, qui est le marché unique, qui est bien davantage qu'une zone de libre-échange. C'est un écosystème de 450 millions de consommateurs et de 22 millions d'entreprises. Et donc, M. Trump doit faire attention, parce que on ne va pas passer trop de temps à commenter les déclarations de M. Trump qui changent tous les jours. Il ne faut pas se tromper de tempo. En revanche, dire à M. Trump que s'il continue à être agressif sur le plan commercial et économique, nous répondrons. Et ce sera au détriment de tout le monde, ça sera lose-lose. Mais c'est lui qui l'aura choisi. Donc l'intérêt aussi à moyen et long terme des États-Unis, c'est de continuer à soutenir le projet européen, à pouvoir compter sur nous, à faire face aux menaces du monde, aux enjeux du monde, changement climatique, la pauvreté, le terrorisme, avec nous plutôt que sans nous. Et je pense que l'intérêt des États-Unis mérite, si je puis dire, une réactualisation de la pensée de M. Trump et à l'égard de l'Ukraine et à l'égard de l'Europe. Oui, ce qui est fort, c'est ce projet européen, M. Barnier, qui presque, je vais dire, coule dans vos veines, au point que vous vous êtes presque fâché avec Philippe Séguin à un moment donné. C'est-à-dire qu'au fond, c'est quelque chose qui vibre en vous, le projet européen. J'ai appris que la France et l'Europe allaient ensemble. Qu'elles vont ensemble comme les deux drapeaux qu'on voit dans les manifestations officielles. Et on peut être patriote en étant européen. Je crois même qu'on doit l'être. Parce que nous n'avons pas la force, nous Français tout seuls, de faire face à l'agression russe, à l'agressivité américaine, à la montée en puissance de la Chine. En revanche, avec les autres, à l'intérieur de ce marché unique, et appuyé sur ce marché unique, qui est notre principal atout, nous avons davantage de force. Donc l'Europe est un démultiplicateur de force et d'influence. Ça n'empêche pas que l'Europe doit faire attention, qu'elle doit émettre moins de normes, moins de règles, être moins naïve dans ses échanges, et puis respecter les nations. Je pense aussi qu'on a besoin des nations pour combattre le nationalisme. Oui, ce livre, il est là, hein, Michel Barnier. Ce que j'ai appris de vous, c'est Chroniques pour demain chez Calman Lévy. Il y a des dimensions très personnelles à l'intérieur. Je voudrais m'arrêter sur l'une d'entre elles, par exemple. Aimé Césaire, vous avez une rencontre très touchante avec Aimé Césaire, cet homme qui incarne pour vous à la fois la littérature, l'engagement politique. C'est un exemple quelque part. Je le rencontre à Fort-de-France, où il est encore dans un petit bureau qu'on lui a laissé à la mairie, dans son ancienne mairie. C'est un grand personnage, Aimé Césaire, c'est un grand poète. Et donc j'ai beaucoup d'humilité, beaucoup de respect et beaucoup d'attention à cet entretien qu'il m'accorde. Je suis avec mon épouse d'ailleurs et je raconte cet entretien parce que c'est une culture qu'il faut respecter, c'est une partie de la République. Martiniquais, les Guadeloupéens ont souhaité être dans la République, mais il faut aussi que nous respections leur identité, leur histoire, leur culture qui est différente. Oui, oui. Puis une autre rencontre dans un HLM, banlieue de Paris, avec Joan Baez. Vous avez vraiment lu mon livre, je vous félicite. La chanteuse Joan Baez parle évidemment du Vietnam, de la guerre. Et elle joue de la guitare avec vous dans un... Pas avec moi, parce que je ne sais pas jouer de la guitare, mais elle joue de la guitare avec un jeune chanteur vietnamien qui est là dans un appartement d'un ancien dirigeant du Viet Cong qui a
accompagné Ho Chi Minh et puis qui a été déçu par Ho Chi Minh et qui est parti dans les premiers boat people, vous vous souvenez, pour fuir ce régime communiste. Il est accueilli en France, il habite dans un HLM et je me souviens de cette rencontre avec un de mes amis qui connaissait John Baez et John Baez chante avec ce jeune chanteur et ça a été un moment magique. Voilà. Oui, Stevie Wonder. Stevie Wonder. Happy Birthday, oui, mais une chanson Wonder, qui vous marque. Oui, mais il y a plein d'autres chanteurs qui peuvent me marquer, que mes enfants m'amènent écouter les uns après les autres. Mais là, je me suis dit, dans une salle de plus de 10 000 ou 15 000 jeunes, quel est l'homme politique, la femme politique qui serait capable d'être à la place de Stevie Wonder pour tenir en haleine ou pour être respecté par la... Bonne question, ça. Oui. Il y en a, peut y en avoir demain. Oui, qui fasse se lever la foule comme ça, on aurait besoin de ça? Je ne vois pas bien aujourd'hui. J'en vois quelques-uns dans le passé et encore. Peut-être c'est une question idiote parce que c'est pas la même chose d'aller faire un discours politique et que d'aller chanter, d'émouvoir tout le monde avec de la musique. La question c'est est-ce qu'un homme politique, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire, est assez digne dans son comportement personnel, dans l'expression de ses idées, dans le respect qu'il a pour les autres, pour être respecté lui-même. Ce qui est important quand vous êtes un homme politique, c'est pas que les gens vous soutiennent, vous aiment toujours, mais en tout cas vous respectent. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, je le respecte. Voilà, c'est toujours ce que j'ai essayé de créer comme sentiment à mon égard. Merci beaucoup, Michel Barnier. Ce que j'ai appris de vous, Chronique pour demain chez Calman Levy, c'est ce livre politique, pas comme les autres, je dois le dire, pas comme les autres. Vous allez voir, fourmillant d'anecdotes, de souvenirs, des petites chroniques. C'est un livre tout à fait remarquable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Michel Barnier.